Seriez-vous prêt à changer de vie pour vivre à bord d'une tiny house? C'est le pari un peu fou qu'ont fait Karen et Yuliang, deux Parisiens qui ont quitté leur petit logement pour vivre à bord d'une mini-maison sur roue. Quelques mois après leur départ de la capitale, le couple travaille d'arrache-pied sur un chantier en Charente où ils construisent leur future maison. Suivez-moi. Concrètement, vous en êtes où vous êtes à quelle étape de la construction de la tiny house? Donc on n'est pas très loin de la fin de la partie hors de hors d'air. Et là aujourd'hui on a commencé depuis 3 jours la pose du bardage. Donc c'est le bois qui sera en extérieur qui sert de décoration à la tiny house. D'accord, très bien. Et donc concrètement, pour les personnes qui n'ont jamais construit de tiny house, les grandes étapes de la construction d'une tiny, rapidement, quelles sont-elles? C'est assez simple, on peut la répartir en deux parties. On a la partie gros œuvre, donc la coquille vide, et là c'est ce qu'on est en train de terminer. Il manque plus que la toiture et elle peut rester dehors et être étanche à l'air et à l'eau. Et ensuite on a tout l'aménagement intérieur qui va démarrer et c'est le plus long parce qu'on est sur des finitions, etc. On va faire tous nos meubles sur mesure et là ça va être vraiment une partie assez fastidieuse. Et donc pour la partie gros œuvre, qu'est-ce que vous avez dû faire? Il y a plusieurs parties, hein. C'est d'abord la structure ossature en bois, donc la partie plancher, mur et toiture. Puis une fois qu'on a fait cette partie-là, on met le pare-pluie, donc c'est cette chose noire qu'on voit tout autour qui va imperméabiliser l'eau. D'accord, et du coup la tiny house, une fois qu'elle sera terminée, à quoi elle ressemblera, quelle superficie va-t-elle faire, qu'est-ce qu'on trouvera à l'intérieur? En surface réelle habitable, on est à 12 mètres au sol et plus 4 mètres de mezzanine, donc on est à 16-17 mètres carrés de vie. Vous nous l'avez expliqué, Karen et Yuliang, vous êtes des citadins à la base. Comment et pourquoi un jour vous avez eu envie de quitter votre vie à Paris pour vivre et construire votre tiny house? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a démarré avec un voyage en van à Tenerife. Et moi, je me suis surprise en fait de mon lâcher prise. J'étais vraiment tombée amoureuse de ce mode de vie-là. Et en rentrant, je lui avais proposé d'aménager un van. Et il s'avère que lui, il avait une fin de mission fin 2019, juste après. Et on s'est dit, c'est le moment de déménager. Et comme ça, on pourra aménager notre van dans notre petit garage, etc. Sauf qu'après, il y a eu confinement. Et notre projet a été stoppé net. Les vacances à Tenerife, c'était super pour une semaine ou deux, voire même pour des courtes périodes. Mais pour y vivre de manière pleinement, sur une très très longue durée, le mode du van est très compliqué en fait. Donc je préfère... Et j'avais aussi tout simplement en fait, un autre rêve, c'était de construire une maison en bois. Et le compromis de la maison en bois et du van, c'est les fameuses tiny house en fait. Au début, vous avez été tenté par la vie à bord d'un van. Ensuite, ça s'est concrétisé dans la tiny house. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette vie-là? Pourquoi ce mode de vie différent? C'est simple, quand il m'en a parlé, je me suis dit, mais tiny house, et je me suis souvenue de ce reportage, je me suis dit, mais attends, il y a des personnes qui vivent dans une petite maison de 13 mètres carrés. Il me dit oui. Bon, en même temps, c'est plus grand qu'un van. Je vais pas me plaindre sur ça en termes d'espace, mais en fait, c'était pas du tout le même type de voyage. Avec un van, on décide tous les jours où on veut aller et on est mobile très rapidement, alors que tiny house, c'est un mode de voyage qui est beaucoup plus lent. On va pas la transporter tous les jours. Donc là, on est à l'intérieur de votre tiny house. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, une fois que tout sera terminé, comment est-ce qu'elle va être agencée? Qu'est-ce qu'il y aura là, où est-ce qu'on se trouve là, par exemple? Là, en fait, on a une double porte vitrée. On a souhaité avoir beaucoup de luminosité, puisque ici se trouve le canapé sur lequel Yuliang travaillera. Ce sera aussi son bureau. On aura des tables qui seront amovibles, 2 tables qu'on peut réunir pour faire une grande table. Et ça servira aussi de coffrage de rangement ici. Ensuite, on a un escalier rangement avec un frigo encastré, notre dressing et pas mal de rangements où on monte à la mezzanine. Donc là, c'est le couloir et là, ici, la cuisine. Et comme on n'aura pas de hotte, en fait, on a une grande fenêtre pour pouvoir aérer.
Et au fond, en fait, on aura la salle de bain qui fait juste l'espace du bac à douche. Donc ce sera assez restreint, mais en même temps, c'est pas l'endroit où on le passe le plus de temps. Donc on n'a pas souhaité avoir 2 blocs, par exemple. On a préféré avoir une plus grande cuisine. Vous l'avez évoqué, ici on est sur un chantier, on est aux abris nomades. A priori, vous n'aviez pas de compétences pour construire une tiny house. Vous faites ça tous les deux, tout seuls, mais vous êtes encadrés, aidés, c'est ça ? Oui. Exactement. En fait, ce qui est génial avec les abris nomades, ils ont proposé un service qui est d'accompagner des autoconstructeurs, alors qu'ils soient plus ou moins même novices ou un peu plus expérimentés. C'est ce qui est intéressant d'avoir cet accompagnement, c'est la qualité de service, la qualité des matériaux avec lesquels on utilise. Il nous fournit aussi le matériel pour construire, et aussi l'intérêt aussi, c'est toute la connaissance et l'accompagnement qui nous fait gagner du temps, et aussi avoir un gain on est serein sur la manière de construire, même si on n'est pas professionnel. On est quand même très rassuré quand on fait même des erreurs. On les corrige tout de suite et on n'a pas besoin d'aller perdre notre temps à aller sur internet, comment les corriger, etc. Donc ça, c'est vraiment un gage de confiance dans la construction. On a choisi d'avoir des fenêtres donc à 180 degrés pour avoir un point de regard vers l'extérieur systématiquement. On a vraiment bien réfléchi au positionnement des fenêtres et à leur taille pour vraiment toujours se sentir à l'extérieur, parce que dans un petit espace, on peut vite se sentir cloîtré. Et là, on n'avait pas envie de ça, et avec les grandes fenêtres, même nous, on est maintenant de les voir, en fait, de se rendre compte de leur dimension, c'est hyper impressionnant en fait. Niveau financier, niveau argent, combien est-ce que ça coûte de construire une tiny house comme ça? Est-ce que vous avez évalué sur la première somme partie du hors de order, ça va nous coûter 27 000 avec la remorque et les matériaux, le service, tout ça. Et avec le service compris de l'encadrement. La location des outils, le tout inclus 27 000 pour le gros œuvre. Et ensuite, pour la suite, nous, on s'est mis un budget, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais on a un budget pour l'autonomie et un budget pour l'aménagement intérieur. Donc on estime 10 000 chacun, quoi. On ne se dit pas qu'on va vivre en tiny house toute notre vie. C'est un projet qui est fait pour un instant T. C'est-à-dire qu'on sait que pendant 3 ans, c'est ce qu'on s'est défini. Après, les choses peuvent changer. Mais l'idée, c'est de voyager au moins pendant 3 ans et ensuite de trouver un terrain sur lequel on construirait notre propre maison en bois. Donc notre fameuse maison en A. Et en attendant, on vivrait dans notre tiny house. Donc en fait, c'est un projet d'au moins 5 ans, la tiny. Et ensuite, elle accueillera à la fois nos amis, et puis nous, on pourra partir en vacances avec. Enfin voilà, c'est un projet qui va évoluer au fil du temps et en fonction de nos projets. Et donc vous allez continuer à travailler en fait à distance depuis votre tiny house. Votre tiny house va devenir également votre bureau. Exactement, on sera ce qu'on appelle des digital nomades. Donc on va télétravailler depuis la tiny house. C'est pour ça qu'on a vraiment réfléchi à un espace chacun et pas être tous les deux tout le temps collés sur le canapé. Lui, c'est son espace et moi, j'ai mon bureau là-haut. Et puis l'avantage, c'est que comme on sera sur des grands terrains, on pourra aussi travailler en extérieur si la météo le permet. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui ont envie de faire comme vous, de changer de vie, d'abandonner leur logement classique pour partir vivre dans une tiny house? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant et qu'est-ce que maintenant vous donneriez comme conseil avec votre expérience? Moi, c'est clair que si pour vivre en tiny house, il faut faire déjà quelques expériences de quelques nuits, et je vous conseillerais même d'en faire différents styles, petites, longues, etc. Et après, bien se renseigner, ça c'est la base aussi, et aller voir des constructeurs. Et si on a vraiment l'envie d'autoconstruire, moi je trouve que c'est une belle aventure humaine, personnelle à faire, mais par contre il faut se donner du temps, de l'argent et les moyens, c'est aussi se faire aider par les amis, la famille. Et oui, moi je pense que la première fois, si on n'est pas très bricoleur, se faire accompagner, c'est la meilleure solution. Et voilà, la visite du chantier de Karen et Yuliang est terminée. Si les tiny house vous intéressent, si vous voulez tout savoir sur la construction, la législation, eh bien ça tombe bien parce qu'on a écrit plein d'articles sur le sujet à retrouver sur le site de 18h39.fr. Et enfin, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.